Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre 5, c'est le 3e tome. Livre 5 du revenu du souverain ou république. Le devoir du souverain est de protéger la société contre la violence et contre les invasions. Force militaire. L'art de la guerre est une science très difficile et compliquée. Avec les armes à feu, la meilleure armée est celle de la plus grande adresse individuelle. L'obéissance au commandement est une qualité. Les soldats sont tenus d'obéir à leur officier. Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, eut la première armée permanente de l'histoire. Les premiers devoirs du souverain sont de défendre la société contre l'injustice. Dans une société opulente et civilisée, la fortune confère une très grande autorité. La pauvreté universelle instaure au contraire l'égalité universelle. La distinction que confère la naissance découle de l'inégalité des fortunes. Naissance et fortune placent certains hommes au-dessus des autres. La justice n'a jamais été gratuite dans aucun pays. Quand le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ne sont pas séparés, on ne peut guère éviter que la justice soit sacrifiée à la politique. La protection du commerce a toujours été jugée indispensable à la défense de la République. Au droit de posséder des forts et des garnisons dans des pays lointains et barbares est lié nécessairement celui d'y faire la guerre et la paix. La philosophie grecque antique était divisée en 3 branches. La physique ou philosophie naturelle, l'éthique ou philosophie morale et la logique. La philosophie s'est efforcée d'expliquer les causes naturelles autrement que par l'action des dieux. Avec l'écriture, les sages s'efforcèrent d'augmenter les maximes reçues et respectées et d'exprimer leurs propres sentiments. Les fables d'Ésope, apologue, les proverbes de Salomon, apophthegme ou adage, ou les vers de Théognis, Phocylédès et les œuvres d'Hésiode. Multiplication du nombre de maximes de prudence et de moralité. Les tenants de chaque système de philosophie s'efforçaient de révéler les faiblesses des arguments des systèmes opposés. La logique ou science des principes généraux du bon et du mauvais, raisonnement naquit des observateurs et des observations. La métaphysique fut opposée à la physique. La pneumatique des écoles ou métaphysiques donna naissance à l'ontologie. Le bonheur et la perfection d'un homme fut l'objet de la philosophie morale, devoir dans cette vie. Une vertu parfaite produisant le plus parfait bonheur dans cette vie. Puis le paradis se gagna par la pénitence et la mortification. Austérité et humilité du moine, et non conduite d'hommes généreux, pleins d'entrain et larges d'esprit. En Angleterre, la coutume est d'envoyer les jeunes gens voyager dans les pays étrangers. À son retour, il est incapable de s'appliquer sérieusement aux études et aux affaires. Dissipation frivole d'un fils négligé et désœuvré qui court à sa perte. En guerre antique, tout citoyen libre était entraîné à des exercices de gymnastique et recevait un enseignement musical. Dans la Rome antique, exercice du chant de Mars, mais pas d'éducation musicale. La musique et la danse sont les grandes distractions de presque toutes les nations barbares. Zénon d'Élée, Protagoras, Gorgias, Hippias se déplaçaient de lieu en lieu, ne trouvant pas d'emploi permanent dans une cité. Puis la demande des écoles de philosophie s'accrut et ils se fixèrent à Athènes. Pas d'encouragement de l'État, sauf une attribution d'un lieu précis où enseigner. Académie à Platon, lycée à Aristote, portique à Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme. Épicure légua ses jardins à sa propre école. Avec Marc Aurèle, les enseignants reçurent un traitement de l'État, émolument plutôt qu'honoraire ou rétribution de ses étudiants. Lucien, empereur philosophe,
octroya une prime aux professeurs de philosophie. À Rome, l'étude du droit civil fit partie de l'éducation de quelques familles. Dans notre société, les progrès de la division du travail font que l'emploi de la très grande majorité de ceux qui vivent de leur travail, la masse du peuple, se trouve limitée à quelques opérations très simples, souvent à une ou deux. L'intellect n'est pas exercé et l'homme perd naturellement l'habitude de ses efforts, devenant stupide et ignorant. Dans une société civilisée et commerçante, il faut que la collectivité se préoccupe de l'éducation des petites gens. Des emplois simples et uniformes leur sera consacré. Les gens d'un certain rang exerceront l'esprit plus que les mains. L'État tire un avantage de l'éducation car plus ils sont éduqués, plus ils se comportent de manière convenable, se sentant plus respectables et respectés légitimement. Un homme de rang et de fortune est par sa position le membre distingué d'une société puissante qui prête attention à chaque détail de sa conduite, autorité et considération. En Europe, du Xe au XIIIe siècle, la constitution de l'Église de Rome fut la coalition la plus redoutable formée contre l'autorité et la sécurité du gouvernement civil, ainsi que contre la liberté, la raison et le bonheur de l'humanité. Ces derniers s'épanouissant là où le gouvernement civil est en mesure de les protéger. La dîme, véritable impôt foncier, réduit la capacité des propriétaires de la terre à contribuer puissamment à la défense de l'État, des dépenses pour soutenir la dignité du souverain. La dignité d'un monarque est plus élevée que ses sujets et peut donc prétendre à une plus grande dépense nécessaire que son premier magistrat. Nous attendons naturellement plus de splendeur dans la cour d'un roi que dans le manoir d'un doge ou d'un bourgmestre. La poste est une véritable entreprise mercantile, le gouvernement avançant des sommes exigées à l'installation des bureaux, les voitures, les chevaux nécessaires. Remboursé avec un profit élevé grâce aux droits payés sur ce qui est transporté. La terre est un fonds de nature plus stable et permanente. Tout impôt doit être prélevé par la rente, le profit et le salaire. Chaque impôt doit être bien défini et non arbitraire. Impôt sur le loyer des maisons, impôt proportionnel au produit de la terre, impôt sur le profit ou sur le revenu provenant du capital. Impôt sur le salaire du travail, impôt sur les marchandises consommables. Il n'y a pas d'assertion aussi absurde fût-elle, nous dit Cicéron, qui n'ait été avancée un jour ou l'autre par quelques philosophes. Sir Matthew Decker a proposé que le commerçant ne paye rien, mais que le consommateur paye une certaine somme annuelle pour avoir le droit de consommer certains biens. Promotion du commerce par branche. Les droits de douane sont plus anciens que les contributions indirectes. Tous les biens importés sont soumis à des droits de douane, à moins qu'ils en soient spécifiquement exemptés. Registre d'imposition complet énumérant les articles. La plupart des membres d'une société contribuent au revenu public en proportion de leurs dépenses respectives. Le revenu qui est perçu grâce aux impôts indirects pèse sur les contribuables de façon égale. Les droits de douane pourraient se limiter à quelques articles, avec beaucoup d'avantages pour le commerce avec l'étranger. La baisse de revenus provient de la diminution de la consommation, le seul remède étant de réduire l'impôt. Ne jamais oublier que ce sont les dépenses de luxe et non de première nécessité des rangs inférieurs qui devraient toujours être imposées. En Hollande, le poids des impôts sur les biens nécessaires à la vie a ruiné les principales productions artisanales et industrielles. Le souverain et les grands propriétaires dépensent une grande part des revenus pour acquérir des produits de luxe. La parcimonie, qui pousse à accumuler, est devenue rare. Goût pour un certain apparat. Le commerce prospère dans un état où la justice est régulièrement administrée et où les gens se sentent garants de la possession de leurs biens. Confiance. Les impératifs du gouvernement font emprunter selon des conditions favorables. Confiance universelle en la justice de l'État. L'homme fortuné s'enrichit en prêtant au gouvernement. Capacité et disposition de ses sujets à prêter de la monnaie en des circonstances extraordinaires. Progression de la dette des grandes nations d'Europe qui finira par les ruiner. Le peuple ressent immédiatement tout nouvel impôt.
Lorsqu'il devient nécessaire de se déclarer en faillite pour un État comme pour tout individu, une faillite franche, nette et rendue publique est toujours la mesure la moins déshonorante pour le débiteur et la moins préjudiciable pour le créancier. Le recours à l'artifice pour couvrir la honte d'une véritable banqueroute s'avère pernicieux. Tour de passe-passe. À Rome, les pauvres étaient constamment endettés auprès des riches et des grands qui leur prêtaient à un intérêt exorbitant, jamais remboursés et reconduites pour s'assurer de leur suffrage aux élections annuelles. Le débiteur était obligé de voter pour le candidat recommandé sans autre gratification. En temps de paix, on peut conduire le commerce intérieur de tout pays au moyen d'une circulation de papier aussi commodément qu'avec la monnaie d'or et d'argent. L'or et l'argent sont employés dans le commerce extérieur exactement en proportion de leur plus ou moins grande nécessité. Troisième tome, Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre 5. Merci.